Et après, le pétage de câble continue. Parce que, du coup, avec Léo, on est parti en... Donc ton ex. Ouais. On est parti en tour du monde. Initialement, c'était un tour du monde. On a commencé en Thaïlande. On faisait 1 mois dans chaque pays. Alors, j'ai du mal à dire on a fait tel pays, parce que en fait, en 1 mois, tu vois pas du tout le pays. Mais c'est cool Et quand puis même. c'est vrai que cette expression faire un pays, C'est un peu... j'aime pas trop non plus. Mais ça va un peu avec une vision du tourisme où il faut cocher des cases, tu te dis ok, je suis dans tel endroit et c'est un avec peu présomptueux. une sorte de biais cognitif qui nous fait dire ok, donc si je suis à tel endroit, il faut absolument que je fasse justement tous les points d'intérêt autour, tout ce qu'il y a à voir et ensuite je bouge pas avant d'avoir tout fait quoi. Il y a beaucoup de paradoxes. Alors que tu fais pas ça là où t'habites. Exactement. Et puis, tu vois, tu essayes de... Quand t'es en voyage comme ça, déjà, tu t'évertues à faire comprendre aux gens que t'es pas en vacances. T'es en voyage, c'est pas comme des vacances. Quelle est la distinction? En fait, j'en suis revenue parce que je me rends compte à quel point c'est... Mais c'était très important pour moi à l'époque, donc c'est trop marrant. En vacances, tu as une durée limitée. Genre, par exemple, je pars 3 semaines au Costa Rica. T'as une durée limitée, un budget pour te faire plaisir, et généralement, sur ton budget, t'y vas pas à l'économie. Tu te dis, je suis partie au bout du monde, Je profite. je profite. Et t'as que des moments potentiellement que des moments de loisir, tu vois. T'es là pour... Tu sais que c'est une parenthèse dans ta vie, en fait, les vacances. Mais je pense que déjà là, c'est pas forcément une généralité qui est si simple à faire parce qu'il y a plein de conceptions des vacances. Il y a des gens pour qui les vacances, ça va être partir faire le GR20, tu vois. De ouf. Mais ça reste une parenthèse. Donc c'est l'idée de parenthèse, c'est l'idée d'une durée limitée. Il y a un début, il y a une fin, et pour moi, c'est une... Une échappatoire. Comment dire ? Par exemple, je vais faire le GR20 en Corse. Je me prépare, une fois que j'y suis, je profite à fond, je me donne, et après c'est fini, je retourne à ma vie. C'est pas ma vie quotidienne, en fait. C'est ça que je veux dire. Alors que si tu pars en voyage longue durée, genre 1 an et demi, c'est ta vie quotidienne quand même pendant 1 an et demi. Tu peux pas être juste en mode... c'est une parenthèse. Mais la ligne, tu comprends que la ligne est difficile à placer. Sûrement, à partir de quelle durée tu dis que t'es en voyage ou... C'est pour ça que j'en suis revenue, mais c'est marrant parce que à l'époque, quand j'étais en voyage, Et t'as dû, j'ai c'était l'impression... important pour moi. Pour prendre un peu peut-être d'avance, est-ce que tu répondais pas un peu à une certaine peut-être jalousie des gens ou tu voulais pas qu'ils pensent que tu faisais rien et que tu te la coulais douce en quelque sorte? Est-ce que Alors, c'est pour ça que, ça, c'est que cette certain distinction était importante? Je pense que d'autres amis que j'ai rencontrés en voyage ont plus souffert de ça que moi. Ils m'en ont parlé et ça les faisait un peu rager. Mais non, moi je ressentais pas de besoin de... C'était plus vis-à-vis de moi. Enfin, pour que ça ait du sens pour moi, il fallait pas que je me sente... J'avais besoin d'un projet pour mon voyage. Pour que ce soit moins... Pour te justifier en quelque sorte. Ouais, exactement. Pour que j'ai pas l'impression que ce soit juste du temps pris et perdu, enfin... T'as l'impression de le mériter on revient au aussi truc quelque du temps part. mort, tu vois. Ouais, carrément. Enfin, il fallait que ça fasse sens. Il faut toujours que ça fasse sens. Pour moi, en tout cas. Du coup, j'avais... Trop marrant. J'avais créé un projet de voyage qui s'appelait Le Goût du Monde. J'adore les jeux de mots, t'as compris. T'adores trouver des petites phrases un peu catchy, des petits Donc titres le comme ça. Goût du Monde, c'était le tour du monde culinaire. Et en fait, j'avais fait créer un site... j'avais un site internet. J'avais fait créer un logo et une identité visuelle. La grande malade, hein, tu vois. Je voulais pas juste partir, tu vois. Il fallait qu'il y ait un projet. Et l'idée, c'était que dans chaque pays, au moins une fois, je partageais une recette, à la fois à l'écrit et en vidéo. Mais est-ce que tu t'y es tenu du coup? Oui. Oui. Donc, sur Le Goût du Monde, qui n'existe plus,
Je crois que si. Ah oui, non, le domaine n'existe plus parce qu'on avait aussi payé un nom de domaine pour que ça fasse legoûtdumonde.org et pas wordpress.legoûtdumonde, tu vois. Genre, tout était important. Si, il existe parce qu'il y a les recettes, donc c'est important que ça existe encore. Il y avait des articles comme un journal de bord, où on racontait, et puis moi ça me permettait de continuer à écrire, qui était quelque chose que j'aimais bien, et que j'aime toujours. Et il y a des recettes, il y a genre le pad thai, le curry cambodgien, Au Vietnam, on a fait quoi? Et donc les recettes, vous les avez... Est-ce que t'as pris des cours de cuisine dans les pays où t'allais? J'ai pris que un cours de cuisine, et sinon, en gros, tu sais, il y a beaucoup de street food, et je parlais aux gens, ou je prenais des notes, ou je voyais comment ils faisaient. Dès que j'allais ou même dans un petit resto un peu boui-boui, je demandais toujours est-ce que je peux venir voir en cuisine, et j'y allais, je prenais des photos. Et c'est beaucoup de... Ils pèsent pas beaucoup. Du coup, c'est beaucoup de genre, tu commences par faire torréfier les épices, machin. En Malaisie, on a rencontré Mohan. Et Mohan, c'est un Indien qui vit en Malaisie. Il y a beaucoup de cuisine indienne en Malaisie. Et en fait, Mohan, pendant toute une journée, il nous avait invités chez lui. Et on avait fait 4 recettes. Du coup, pour la Malaisie, il y a 4 recettes indiennes. Du coup, c'était plus aussi un moyen de rencontrer les gens et qui m'expliquent. Et ce qui était trop marrant, c'est que tu vois, en Thaïlande ou au Vietnam ou Cambodge aussi, pour un plat, il y avait 10 manières de faire. Donc je faisais une sorte de synthèse. Donc c'est intéressant. Donc finalement, c'est un peu ta vision et en même temps, c'est quelque chose de peut-être un peu plus national, en tout cas de plus... T'essayais de faire un peu une synthèse, ouais. Ouais, et puis je faisais aussi l'exercice de chercher à chaque fois par quoi on pouvait remplacer les aliments qu'on trouvait que... Comment faire en France Ouais, si on veut retrouver exactement. un peu le goût du pays et Ouais. pas juste Ouais. se faire comme la cuisine indienne que tu vas trouver dans les restos qui sont quand même très différents. Oui. Donc Et t'as voilà. réussi? Est-ce que t'as réussi à retrouver un peu le goût des plats que t'as mangés en Asie notamment, en France? Ça a jamais le même goût. Ça a jamais le même goût? Bah parce qu'après il y a aussi le contexte et Mais tout, même j'imagine. tu vois, tu bois un Coca-Cola sur une piste de ski et tu bois le même Coca-Cola dans ton bureau au taf à Paris, il a pas le même goût non plus. Donc imagine pour une matière vivante. Donc ouais. C'est pour ça que... Enfin, pour la différence vacances-voyage, là, c'était vraiment... Pour moi, c'était plus par rapport à moi qu'il fallait que j'arrive à faire la distinction. Et sinon, je crois que j'aurais pas réussi à partir aussi longtemps. Ça se justifiait pas pour moi. Fallait que ça se justifie. Fallait qu'il y ait quelque chose à faire, quoi. Fallait que t'aies un peu une mission. Ouais. Que tu rapportes quelque chose de tous ces voyages. Littéralement, ouais. Du coup, c'était trop bien. Bon, on va la regarder alors. Le goût du monde. Le goût du monde. C'est Jean-Michel jeu de mots, quoi. Hein. Kiss my assiette, l'horaire du dessert, le goût du monde. Et après, tu t'es posé. Alors après, du coup, je me suis séparée de mon mec. On s'est séparés, mais bon, du coup, je me suis séparée de mon mec en Nouvelle-Zélande. C'était horrible. Ça, c'était vraiment pas un moment très facile dans la vie, ni de lui, ni de moi. Mais ça a eu lieu, et du coup, comme j'étais un peu fracassée, je suis restée en Nouvelle-Zélande 9 mois. Parce que, en fait, il y avait rien qui m'attendait en France. Si ce n'est toute ma famille et mes amis. Bisous, coucou. Mais je me sentais pas la force de justifier cette séparation. Et je sentais que j'avais besoin de me retrouver toute seule. Alors du coup, littéralement, j'ai été toute seule à l'autre bout du monde. Mais tu vois, je m'étais mise en couple jeune. On était ensemble depuis 7 ans. J'avais 25 ans. Donc
j'avais vraiment... j'étais partie de chez mes parents et on avait vécu ensemble direct. J'avais jamais vécu toute seule, donc là, c'était le moment où il fallait que je sois solo. Et c'était trop bien. Et je me suis fait plein d'amis que je continue à voir, donc ça, c'est assez incroyable. Et puis la Nouvelle-Zélande, c'est magnifique. Et puis du coup, là, je me suis servi de mon CAP pâtisserie. Donc j'étais breakfast chef dans un hôtel. Et c'est assez ouf parce que mon diplôme de CAP pâtisserie m'a beaucoup plus servi que mon diplôme de l'ENS. Et tant mieux. Et après, je suis rentrée. À un moment, je me suis dit, oh là... là, typiquement, c'était un mix en plus entre le voyage et la vraie vie. Encore plus. Bah là, comme t'avais un job, c'était clairement... encore plus... ça te donne un peu... tu Bah, montrais pas de blanche, quoi. je vivais dans un pays, quoi. Là, j'ai vraiment vécu dedans. Je payais un loyer, j'avais une banque, un job, c'est tout ça. Donc ça, je suis contente d'avoir eu cette expérience. Tu sais, l'expérience de fabriquer chez toi ailleurs. Toi, t'as déjà vécu ailleurs. Bah moi, j'ai vécu ça en Finlande. Bah ouais, c'est ça. J'ai fait un Erasmus à Helsinki, et je suis resté 7 ou 8 mois. Et c'est vrai que c'est très différent, mais aussi pour expérimenter un pays, de vivre, et une culture, de vivre dans ce pays, d'avoir un peu une place, de jouer un peu un rôle dans la société, plutôt que d'être en touriste et de consommer le pays en quelque sorte. Et puis, moi j'ai adoré cette sensation de... En fait, alors je suis nulle en... Non, je m'améliore, mais j'ai pas un sens de l'orientation que j'ai beaucoup développé. Pareil. Et j'ai adoré cette sensation d'arriver quelque part et de pas connaître du tout, donc d'être tout le temps sur Google Maps, ou plutôt Maps.me, quand t'es à l'étranger. Et en fait, d'avoir de moins en moins besoin de la carte, et puis ensuite que ces rues soient familières, puis très familières. T'es dans quelle ville ? Queenstown. Alors c'est pas très grand, hein. Genre vraiment, si vous regardez une carte, vous allez comprendre, il y a genre 6 rues. Bon, ok, certes. Mais quand même, il y a plein de petits villages et tout. J'ai vécu à Fernhill, c'était une petite colline au-dessus. Ensuite, j'ai déménagé, j'ai vécu dans Queenstown, et ça, c'était trop bien. Allenstein Street. Tu vois, j'avais une adresse et tout, pour qu'on m'envoie des cartes postales. Et c'est un sentiment très plaisant, en fait, ce moment où tu te dis « Ah, mais ça y est, je vis là. Et je connais toutes les rues de mon pays. » De passer de ce sentiment de séparation, justement, quand t'arrives et c'est tellement tout est différent, c'est presque une autre planète. Et au bout d'un moment, c'est chez toi, quoi. Ouais. Tu connais, l'altérité. T'as fait ton trou. Tu vois, genre, tu vas tout le temps au même endroit pour bouffer et tu sais que le mardi... Et en même temps, ça reste le bout du monde quelque part. C'est le ça bout reste, du monde. Alors, Queenstown, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup d'expats. Donc, j'ai pas vu tant de Néo-Zélandais que ça. De Kiwis, comme on dit. Mais c'était tellement bien et tellement beau. Et après, je suis rentrée.